Bonsoir et merci de nous accueillir pour I Love Cinéma TV. Je vais vous laisser vous présenter un peu à la cantonade et nous dire un peu tout ce que vous faites, puisque vous avez des activités très diverses et très variées et voilà, très intéressantes. Bonsoir. Alors, merci à I Love Cinéma TV de me recevoir. Comment me présenter? Bien, je m'appelle Robert Benita, je suis acteur à l'origine, et en fait maintenant je suis plutôt scénariste-réalisateur. Mais je suis passé par toutes les phases, que je continue d'ailleurs: coach, régleur de cascade, donc cascadeur, et puis formateur, puisque j'ai mis en place des formations qui passent même pour des pédagogies innovantes maintenant, en domaine, disons, de techniques cinématographiques, comme par exemple la cascade, l'équestre, le pilotage mécanique, l'animatronique. Et puis je me suis penché pas seulement principalement sur les intermittents du spectacle, puisque les intermittents, ce sont les artistes du cirque, les danseurs, les techniciens du film, les comédiens, mais aussi j'ai touché le grand public, et j'ai touché le grand public de la façon suivante. On va prendre la formule consacrée de 7 à 77 ans. J'ai touché le grand public en écrivant des pédagogies qui s'adaptaient à l'idée de mettre en exergue la démystification de la violence au cinéma par la cascade et les effets spéciaux. Et donc, au lieu de mystifier et de se faire passer pour des héros, moi j'ai fait le contraire. J'ai expliqué que je n'étais pas un héros, que j'étais un technicien du film, qu'au cinéma, bien, les morts se relèvent, que de comprendre les techniques cinématographiques, ça permet de comprendre qu'un adversaire, c'est un partenaire de travail, tout simplement. Que les blessures, c'est du maquillage d'effets spéciaux. Que tout est faux. Que les effets spéciaux eux-mêmes, c'est en fait que du bricolage. Mais du bricolage de génie. Voilà. Donc en fait, j'ai mis en place un process qui permettait aux jeunes d'éviter les dérives, de comprendre ce qu'il y avait derrière la réalité du cinéma, donc dans les coulisses. Et puis ça a apporté aussi un effet boomerang, c'est que j'ai pu me servir du cinéma comme d'un étai, comme un moyen, comme un levier pour essayer d'introduire de la citoyenneté, de l'éducation à l'image, mais de l'éducation tout court. Et puis montrer tous les effets par le sport que l'on doit faire pour faire de la cascade, par exemple de l'hygiène, de la sécurité, du respect de soi-même, du respect de l'autre, et puis des codes moraux, les codes de l'honneur, les codes du cinéma. Donc ça naît comment, ces choses-là? Enfin, quand on a envie de transmettre tout d'un coup, alors qu'au départ on est immergé dans un milieu comme celui de la cascade ou de la réalisation ou du cinéma, comment tout d'un coup on dit, allez, j'ai envie de faire voir ce qu'il y a derrière et d'inviter les gens à gratter un petit peu plus la surface des choses? Alors, ça vient essentiellement, je crois, de quelque chose qui ressemble à un facteur humain, et un sentiment de vouloir progresser. Et moi, je suis parti de l'idée qu'on ne pouvait pas continuer à apprendre soi-même sans apprendre aux autres. Voilà. Donc, à une partie de sa vie, et moi j'ai choisi ça très tôt, on doit aller vers les buts essentiels qui animent notre esprit, notre imagination, notre volonté, donc pour rester dans la passion. Et c'est un métier, mais c'est un métier passion, soyons clairs. Eh bien, j'ai choisi tout de suite, moi, cette voie de transmettre à l'autre. Et comme j'étais issu de la compétition, puisque j'étais compétiteur très tôt en lutte gréco-romaine, lutte libre, en boxe anglaise, en boxe française, et puis plus tard en boxe thaï, que j'étais compétiteur en karting, en stock car, pour moi, la cascade, c'était, je dirais, une continuité, une reconversion de sportif de haut niveau. Voilà. Sauf que
j'ai continué à me faire plaisir et que j'y ai vu tous les effets. Les effets d'un côté, c'est-à-dire celui qui apprend, et quand j'ai voulu apprendre des autres, c'était très dur parce que je me suis heurté à un monde cruel, le monde des professionnels, le monde des gens qui n'acceptent pas les néophytes, les profanes. Donc moi j'ai voulu au contraire ouvrir les portes. Je me suis dit, voilà, si je veux continuer à apprendre, je peux apprendre moi-même des autres et je peux dans ce cas transmettre. Je l'ai transmis gratuitement, bénévolement, courageusement parce que ce n'était pas évident, et puis progressivement c'est devenu un métier. Et quand c'est devenu un métier, j'ai eu une espèce de reconnaissance. Et cette reconnaissance s'est manifestée probablement par les premiers réglages de cascade, d'une part, qui sont venus après le coaching, et puis aussi par, je pense, l'idée que j'avais un discours qui était complètement différent de celui qu'on avait l'habitude d'entendre. Et je ne mettais pas des vétos, je ne stoppais pas les gens à la porte en disant non, c'est nos secrets. Voilà. J'ouvrais le débat et j'ouvrais les portes des secrets. C'est pas une question de dévoiler des secrets d'ailleurs, je crois, parce que c'est des secrets de magiciens, mais c'est une question de comprendre que si on apprend aux gens, et depuis 20 ans que je le fais maintenant avec l'AFDAS notamment, qui est un organisme mutualisateur qui apporte des fonds à la formation et qui collecte ces fonds pour les donner à des organismes de formation, donc à des organismes comme le mien, et ça a permis de créer un engouement. Parce que si les cascades existaient, elles n'existaient pas, et les effets spéciaux non plus, au niveau où on les voit aujourd'hui. Et en dehors de l'influence des Américains pour les effets spéciaux, pour les cascades, il y a le public qui est intéressé, et le public français n'est pas laissé de côté. Il avait envie aussi. Et ce qui est drôle, c'est que si à l'époque, un réalisateur se disait « Oula, trop compliqué, trop cher », en même temps qu'un producteur, aujourd'hui, parce qu'on a mis en place ces stages, il y a tout un ensemble de gens qui ont été nos élèves, qui ont progressé et qui ont su, aux quatre coins de la France, dispenser tout ce qu'on leur avait appris. Du coup, il y a plus de demandes en cascade, en effets spéciaux, et on a répondu à la demande de l'engouement général, de l'engouement mondial de ce type d'effet. Et aujourd'hui, on peut dire que si les Américains sont très professionnels, s'il y a d'autres pays qui sont très avancés, on n'est pas du tout à la traîne. La France est un pays de gens qui sont, je dirais, débrouillards. Et que, avec toute cette stratégie de débrouillardise, du géotrouve-tout, du bricoleur de génie, on a réussi à mettre en place les mêmes effets que partout dans le monde. Et on n'a pas à rougir, parce que la Silicon Valley des effets spéciaux ne fait pas mieux que nous. Et aujourd'hui, beaucoup de spécialistes, notamment en images d'effets spéciaux, mais en images virtuelles, j'entends, sont partis dans les pays qui les demandaient, et notamment aux États-Unis, pour faire les plus grands films. Donc la génération qu'on a créée, en effets spéciaux, en cascade, aujourd'hui étrenne son savoir sur les bancs du cinéma français. Oui, on le voit dans... Moi j'ai vu Despicable Me, ça doit être Moi, bête et méchant en français, un dessin animé qui va bientôt sortir là, Ouais. et beaucoup de l'équipe d'animation qui font partie des Français. Ah oui, c'est... Ouais. Lyon a beaucoup contribué à la fabrication de ce film, ainsi que le Canada qui est très influencé par ce qu'on fait. Mais est-ce que vous pensez que ça vient d'une ambition tout d'un coup renouvelée du cinéma français à partir du milieu des années 80 où tout d'un coup on a dit bon stop les Américains, nous aussi on sait faire. Bon, on prend toujours l'exemple de Luc Besson qui arrive avec ses grosses productions, qui a envie. On peut le critiquer si on veut, mais en tout cas il a envie de ça, de se mesurer à ce challenge permanent qu'offrent les États-Unis. Je pense que le cinéma explose.
et qu'il exposera de façon différente et à plusieurs étapes, à plusieurs époques. On redécouvrira l'ancien cinéma en le recolorant, on redécouvrira le cinéma muet en lui donnant des sous-titres ou des paroles, mais de toutes les façons, le cinéma reste le cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma, il est effets spéciaux, il est cascade, il est dans cet engouement qu'ont les jeunes vers le spectaculaire. Il changera, il se transformera. Ce qu'on peut dire, c'est que le cinéma français est un cinéma d'auteurs et qu'on a favorisé la possibilité à des auteurs, à des gens qui avaient peut-être trop intellectuellement quelquefois. Mais on ne peut pas dire ça parce que Godard fait des œuvres d'art qui sont aujourd'hui dans les annales du cinéma, dans toutes les cinémathèques, et qu'on apprend sur les bancs de la fac de cinéma. Donc, je dirais que, mais on peut dire en tout cas qu'il y a un cinéma d'auteur, qu'on s'est garanti d'une espèce d'authenticité vers des redécouvertes, voilà. Mais le cinéma américain n'a rien à nous envier parce qu'ils font du grand cinéma. Je pense que le cinéma, à chaque fois qu'il est bon n'importe où. Que ce soit en Espagne, on le voit là récemment, que ce soit en Italie, on l'a vu dans les années 60, que ce soit aujourd'hui dans le cinéma français, parce qu'on rivalise avec beaucoup, et que ce soit avec le cinéma québécois, qui est génial, qui nous apporte leur culture. Ce sont des anciens Français, il faut le savoir, et nous on est restés dans leur esprit des maudits Français. Mais il y a une connivence, et moi j'en veux pour exemple, qu'il y a beaucoup de coproductions qui se font actuellement. Pas seulement parce que c'est moins cher de tourner au Québec, mais parce qu'il y a la langue, mais aussi parce qu'ils sont entre le cinéma professionnel américain et le cinéma intuitif, inventif, instinctif français et intellectuel, pourquoi pas, qui est pas seulement un cinéma basé sur de l'action, de l'image virtuelle et quelque chose finalement comment dire, je cherche le terme, tu seras obligé de faire une coupure là-dessus, mais comment on dit, de quelque chose qui est un peu sophistiqué, voilà. Mais il y a un autre terme que je voulais dire, mais enfin voilà, c'est pas du cinéma maquillé, mais en même temps, voilà, le cinéma français est capable aussi d'avoir ses émules, comme Luc Besson, pour le cinéma exceptionnel, le cinéma d'aventure, le cinéma d'action, le cinéma, le grand cinéma, le cinéma grosse production. On n'est pas en reste. Mais n'oublions pas quand même que dans d'autres pays, il y a des gens qui ont un pouvoir de créativité, un pouvoir de l'imaginaire, et que c'est ça qui compte, qu'on soit français ou étranger, on sera toujours transporté par les images. Qu'est-ce qu'il y a comme bond en avant possible, alors là pour le cinéma à venir, français ou international, ou en tout cas ce que j'appellerais parfois, tout à l'heure on a parlé un petit peu du cinéma canadien ou québécois, qui est un petit peu de cinéma de résistance et qui a envie de mettre de titiller les gens, parce qu'on est quand même dans un domaine très concentrationnel. On vient de voir par exemple Disney qui vient d'acquérir tous les droits de Marvel, et on se dit tout va être aplani finalement, parce que c'est quasiment un monopole sur les choses. Donc qu'est-ce qu'il y a comme possibilité et marge de manœuvre pour résister et continuer à produire quelque chose de très efficace et de mieux en mieux? Alors ce qu'il y a d'exceptionnel et d'intéressant, c'est que on voit qu'au Canada, il y a des possibilités de tourner. Bon, ça c'est clair. On voit qu'eux-mêmes tournent. Et on voit qu'eux vendent leur production, voire des coproductions, à la France. Et que le public, qui il y a 10 ans n'était pas capable de recevoir ce type d'image, avec ce type d'accent, aujourd'hui en raffole. Canal+ a racheté les droits d'un type qui faisait tête à claque, une espèce de mi-dessin animé, mi-tournage, reportage,
en fait, c'était destiné à des copains. Il a vendu ça devant le succès exceptionnel que ça a créé. Donc il y a un vrai talent. Partout, le talent, il est universel. Il n'est pas que français, il n'est pas que américain. Qu'est-ce qu'on peut attendre du cinéma futur? Plein de choses. Il se présente à nous des tas d'opportunités. Mais regardons d'abord, avant de voir le futur, le passé. Je me rappelle il y a 10 ans, quand on a commencé avec l'image numérique. C'était la querelle des anciens et des modernes. Tous les gens qui avaient tourné et qui étaient techniciens en argentique ne voulaient pas entendre parler du cinéma numérique. Et de toute façon, ils avaient quelque part une part de raison dans le fait qu'on ne pouvait pas, à ce jour, il y a 10 ans, faire correspondre des images numériques avec des images argentiques. Il y avait un monde, un univers impitoyable de qualité entre les deux. Mais aujourd'hui, beaucoup de laboratoires argentiques sont en train de tomber. On est en train d'être en phase de plus en plus avec le numérique, parce que si c'est pas vrai que c'est encore à moindre coût, ça diminue les coûts et les possibilités, ça augmente les possibilités pour des jeunes réalisateurs qui n'ont pas pour vocation de faire des images, pas seulement au grand public, mais surtout des images qui seraient d'ordre de films à sensation, mais qui veulent faire des films intimistes. Voilà. Ça laisse des possibilités de portes ouvertes à des gens qui sont jeunes réalisateurs, jeunes auteurs. Et puis des petites productions. Ça veut dire que ça ne condamne pas les productions indépendantes. Et on a vu cette évolution. Aujourd'hui, les anciens d'hier ne peuvent plus dire que l'image numérique n'est pas en train de planter l'image argentique. Ils peuvent seulement dire qu'il y a un essai de comparaison entre l'image numérique et argentique. Et c'est vrai que l'image numérique est très belle maintenant. C'est vrai que ça facilite les prises de tournage, c'est vrai que ça diminue le besoin de lumière. C'est vrai que pour certains types de films, ça correspond encore. Mais l'image argentique a encore de beaux jours devant elle. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en place pour l'avènement de nouvelles technologies. Ça n'est jamais fini. Hier, on voyait une image plate, mais extraordinaire. Et plus elle était mise en relief par la couleur, par les effets surround, par le son, par le bruitage, par toutes les techniques au service du cinéma, hier, on trouvait que l'image était extraordinaire. Aujourd'hui, et de plus en plus on va aller vers une image différente, on a de l'image en relief. Elle n'est pas encore complètement au point, elle fait un peu mal à la tête, on va devoir s'y habituer. Mais même les écrans de télévision maintenant sont en relief. Donc on peut penser que dans 3, 4, 5 ans, cette image en relief sera une mode. On mettra nos postes de télévision au rebut ou à la cave parce qu'on trouvera qu'il n'y a plus d'intérêt à avoir une image plate. Voilà. Et pourtant, cette image aura fait les beaux jours. Où on en est du cinéma? On n'a pas fini de progresser. L'image numérique d'hier, l'image virtuelle, les effets spéciaux numériques, pas mécaniques, numériques, qui faisaient qu'on arrivait à faire le premier Jurassic Park, eh bien, nécessitait par exemple d'avoir des engins pilotés avec de l'animatronique, des animaux qui bougeaient avec des câbles, avec des émetteurs récepteurs, avec de l'hydraulique, avec du pneumatique, avec tout un ensemble de techniques. Aujourd'hui, on peut s'en passer. On peut recréer l'image à partir d'un mouvement. Alors on peut associer par exemple l'idée avec les flammes. Les flammes, hier on était obligé de faire une torche humaine complète. Aujourd'hui on met un petit peu de flamme sur les manches d'un comédien et on va rajouter des flammes sur son corps. Alors c'est une garantie déjà de sécurité. Moi qui règle des cascades, je préfère qu'on prenne moins de risques et puis qu'on se mette davantage au service de la réalisation et de la production. Et puis plus rien n'est impossible.
à l'imaginaire. On peut tout imaginer. Ce que je pense, c'est qu'on reviendra aussi de cet effet spectaculaire, des cascades, des effets spéciaux inimaginables, avec des gens qui sont maintenant tous James Bond, pire, je veux dire, c'est des titans, c'est des bandes dessinées. Ils sont jamais malades, jamais morts, jamais même blessés. Mais on reviendra peut-être à une forme de cinéma plus réaliste. On reviendra à des héros qui seront des héros dans le réalisme des choses. Parce qu'après, bah, c'est plus des héros, c'est des personnages de bande dessinée. Et je pense qu'on aura un retour vers ça. Regardons le schéma de l'industrie. Aujourd'hui, l'industriel, d'abord, il est parti à Hong Kong, il est parti ensuite en Chine, après Singapour, et, enfin, il est parti de France, d'Europe. Et vous, votre art, du coup, et l'évolution de votre art dans tout ce fratras de nouvelles technologies, de nouveaux effets spéciaux possibles et imaginables, comment il va s'intégrer? Comment il s'intègre? Alors, aujourd'hui et demain, il s'intègre de façon différente. Moi, ça a été la formation, ça a été les spectacles. On aura toujours besoin de cascades dans les formations, dans les spectacles. Voilà, on aura toujours besoin de l'acteur. On ne va pas créer des clones, en tout cas, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas, en tout cas, pour aujourd'hui et dans un avenir immédiat. Mais je crois qu'il n'y aura aucun intérêt, comme pour l'image argentique. Voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans cette image argentique créée, où on voyait des choses qui étaient impossibles, comme dans certains films où on voit bien que, que le héros fait des choses qui sont au-delà du possible et que l'image trahit la réalité. On voit bien que c'est... Mais aujourd'hui, l'image numérique est devenue quelque chose qui, quand elle est bien faite, qui donne une forme de réalisme. Ce qui n'est pas réaliste, c'est le personnage après. Mais sinon, l'image est devenue pratiquement sans faute. Elle n'a plus d'erreur. Donc on est en train d'évoluer. Ça, c'était pour ce schéma. On évolue, ça c'est clair. Et les techniques seront différentes. Demain, on n'aura peut-être plus d'écran comme ça, mais un écran virtuel qu'on pourra allumer à la main de façon sensitive, qui sera coordonné avec des effets sur nos 5 sens. Je ne sais pas, enfin, on peut tout imaginer du cinéma. On n'a pas fini d'en voir. Ce qui compte, c'est que, et ce qu'il faut comprendre, parce que souvent on me pose la question, mais alors vous connaissez tout, des effets spéciaux, vous connaissez, d'abord je ne connais pas tout, vous voyez bien comment ça se passe, donc quand vous voyez un film, bah, ça enlève une partie de la magie, et vous ne voyez plus le film que sur un plan professionnel. Ben, c'est pas vrai. Moi, quand je me mets devant un écran, je redeviens un spectateur et je redeviens un enfant. Et il n'y a plus qu'une chose qui travaille, c'est mon imaginaire. Je suis porté par le film et je redeviens un enfant, un néophyte, un profane. Et je suis enthousiasmé par l'image que je vois. Alors je peux ne pas aimer le film, encore que moi je sois très bon public. Mais une chose est certaine, c'est que comme un psychiatre qui réagit devant des gens qu'il ne connaît pas et qu'on confronte à des gens qu'il connaît, eh bien, il oublie complètement tout ce qui fait sa formation et quand il est face à d'autres gens, il redevient normal parce qu'il oublie tout. Parce qu'on est dans des rapports humains, parce qu'on est dans notre imaginaire et notre véritable sens du monde. Vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle Le Rêve. Vous avez été confronté à beaucoup de problèmes auxquels vous n'aviez pas pensé quand vous étiez d'un autre côté de la barrière? Oui, que des problèmes. D'abord, j'ai fait confiance à un directeur de production. Il a fallu que je refasse tout le travail qu'il n'avait pas fait. Ensuite, voilà, donc, dans ce métier, il y a des gens qui se baladent qui ne sont pas que professionnels, ça c'est clair. Surtout à l'étape d'un court-métrage, il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est que j'ai été confronté à une grève des intermittents pendant mon tournage, donc qui n'avait rien à voir avec moi, ni avec mon tournage, mais donc ça a fait une espèce de petite relâche pendant 2 jours sur le film.
Mais globalement, ça s'est très bien passé. J'ai été confronté à plein de difficultés, mais que je m'étais créé. J'avais voulu me mettre un petit peu au défi. Et l'idée, c'était que je faisais un peu tout. Alors j'avais une équipe, j'ai après eu des professionnels, j'étais entouré. Mais malgré tout, je me suis occupé, et tout a résidé dans ma production. J'ai fait l'écriture, la réalisation, la production, la post-production. J'ai fait les décors, les repérages, voilà, les effets spéciaux. Enfin, j'ai participé à toute l'élaboration du film et j'en ai fait un making-of. Et ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, c'est que j'en ai tiré une conclusion. Pour moi, c'était important de me dire, je suis capable de faire. Voilà. Je sais aujourd'hui que je suis capable de le faire à une plus grande échelle. Mais je dois avouer qu'il a fallu que je remette peut-être un péché d'orgueil ou de vanité dans ma poche et que je me dise que finalement, c'est vrai que c'est quand même un grand métier et que c'est un vrai métier. On ne s'improvise pas producteur, qu'on ne s'improvise pas réalisateur, qu'il faut quand même un bagage, mais ce bagage peut être fait que de sa propre expérience et de son envie, de son engouement, de sa volonté et de sa passion. Voilà. Donc moi j'encourage ceux qui ont envie de faire quelque chose, s'ils ne le font qu'une fois, à compte d'auteur, et pour très peu de spectateurs, de le faire parce que réaliser une œuvre, c'est un grand moment de la vie. Mais vous avez d'autres projets du coup quand même là en réalisation? J'ai 4 longs métrages qui doivent passer à l'écriture et j'ai un projet de one-man show. Donc loin de l'image, encore qu'on pourra faire une captation, mais sympathique quand même. D'accord. Est-ce que vous voudriez un peu terminer par vous-même, dans le sens je ne vous pose plus de questions, et vous avez envie de transmettre quelque chose à nos spectateurs et à nos lecteurs? Si je devais rebondir sur le mot transmettre, je suis encore en train, à la rentrée, donc au mois d'octobre, et à partir du mois d'octobre, de réaliser des formations à l'étalonnage de films, très intéressant parce que la colorimétrie du tournage, des images, c'est quelque chose qui rattrape comme le montage. On est en train de mettre en place un stage de direction de production qui s'adresse donc aux intermittents du spectacle d'une part, et d'autre part à ceux qui sont assistants réalisateurs, assistants de production et des métiers comme ça. Et puis on est en train de mettre en place un stage de cascade et de préparation au rôle d'action. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés peuvent me contacter et je serai ravi de leur donner quelques conseils. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous et bon cinéma.